YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent et de votre patrimoine? On en parle comme tous les dimanches avec Thomas Binet. Aujourd'hui, on parle de quoi? Jean-Marie, on va parler du marché locatif qui est tendu. Faut-il investir dans l'immobilier locatif en 2025? On va essayer de répondre à cette question. Et peut-on investir aussi après 65 ans? Y a-t-il une limite d'âge? Comment s'y prendre? Notre invité est Olivier Landrevie, fondateur de MoneySmart, site d'information économique et financière. Et puis Olivier Maltès, notre expert en marché financier, qui va nous parler du rapport entre les jeux de hasard, vous m'avez bien entendu, et l'investissement pour les Français. Y a-t-il du hasard? On en parlera. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Mais avant ça, on explique quelque chose, comme chaque dimanche à la même heure sur Sud Radio. Le marché locatif sous tension, Thomas. Est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier? J'ai tendance à vous dire plus que jamais, Jean-Marie. La tension locative signifie qu'il y a plus de demandes que d'offres. Si vous trouvez le bien qui vous correspond, que vous l'achetez au bon endroit, évidemment, car l'emplacement est le critère prépondérant, vous êtes presque sûr de le louer rapidement et a priori durablement. Alors comment on choisit une ville rentable? Je vais vous donner 3 critères à retenir. D'abord, une forte demande locative. Par exemple, des étudiants, des jeunes actifs qui subissent une pénurie de logements, un bon rendement locatif brut entre 5 et 10%, des perspectives de développement comme une nouvelle ligne de tramway ou une dynamique économique locale. Et quel type de bien? Il faut privilégier d'abord les petites surfaces, studios, T2, très demandés en centre-ville ou près des facs par exemple. Bon, j'imagine qu'on a des pièges à éviter. Méfiez-vous des passoires thermiques. En 2025, les logements classés G et F sont de plus en plus difficiles à louer. Et attention à l'encadrement des loyers dans certaines villes, cela peut limiter vos revenus si le bien est mal positionné. Et puis en ce qui concerne les passoires, on rappelle que vous aurez du mal à bénéficier de ma prime Rénov pour les faire retaper. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et l'invité, c'est Olivier Landrevie. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes le fondateur de MoneySmart, site d'information économique et financière. Vous êtes aussi enseignant en finance à HEC. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Olivier Landrevie, on va parler dans un instant justement de comment investir après 65 ans. Mais je voudrais revenir sur des chiffres, sur des faits tout à fait concrets. Nous sommes plus de 68 millions de Français. La part des plus de 65 ans représente 22%. À titre de comparaison, en 1970, ils étaient 13% de cette population et la prévision se situe à 29% en 2070. Le constat est là et il est implacable. Le vieillissement de la population s'accélère. Comment, du coup, les banques, parce que c'est bien ça le sujet, les organismes financiers, ont-ils pris conscience de cette situation et du financement à venir? Oui, bien sûr, les banques ont conscience du vieillissement de la population, ça c'est une évidence. Pour autant, en matière de crédit, c'est un sujet qui reste compliqué parce que les banques en France, et une spécificité du marché bancaire français, ont pour habitude d'exiger une assurance emprunteur. Et c'est là que ça va coincer pour les seniors, puisque la plupart des assurances emprunteurs vont s'arrêter à 75 ans. Donc ça veut dire que typiquement, si au moment de partir à la retraite à 65 ans, on a besoin d'un crédit sur 10 ans, c'est encore jouable. Au-delà de 10 ans, ça va être compliqué, puisqu'on va aller au-delà de la période assurable. Alors, si on sort des assurances proposées par les banques, on peut trouver encore des assurances un peu plus spécialisées qui vont jusqu'à 80, voire même 85 ans, si on est en bonne santé, parce qu'il y a évidemment un examen. Absolument. Mais il faut aller chercher ça en dehors des grands réseaux bancaires. Mais très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge ou il y a des limites d'âge imposées par les banques? Il y a cette limite qui est liée à l'assurance. Mais dès lors que vous avez trouvé l'assurance, vous aurez accès à du crédit bancaire. Mais Olivier Landrevie, c'est tabou en France, en fait, de parler de ça ou même de l'envisager, de prêter de l'argent aux seniors, alors qu'on a un vieillissement de la population et qu'on va vivre de plus en plus vieux, qu'on a besoin aussi, et je rajoute même dans l'équation, des changements de vie pour certains. Il y a des divorces, il y a des familles recomposées, il y a des besoins réels. Alors, ce qui est tabou, alors je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais ce qui pose difficulté dans le modèle français, c'est le fait que on n'est pas habitué à ce qu'au moment de la succession, il y ait dans le périmètre de la succession une part de dette. Ce qui est tout à fait courant dans les pays anglo-saxons. En France, on n'aime pas ça du tout. On n'aime pas la dette en France. Quand ça arrive, il y a souvent derrière des procès qui sont intentés par les descendants au motif qu'on a endetté leurs pauvres parents qui n'avaient plus toute leur tête. Donc du coup, les banques préfèrent éviter ces situations. Ce qui impose du coup de faire souscrire une assurance emprunteur et qui du coup pose cette question au-delà de 75 ans. Cela étant, il y a quand même des solutions qui commencent à apparaître. Il y a notamment, puisque à cet âge-là, la plupart des gens ont quand même résidence principale qui vaut de l'argent et sur laquelle il n'y a plus de dette, généralement à 65 ans. Et donc dans ces situations-là, il y a quand même un produit qui s'appelle le crédit viager hypothécaire et qui permet de remettre de la dette garantie sur le bien immobilier pour des personnes
personnes qui en ont vraiment besoin. Alors vous êtes un observateur averti de tous ces mondes-là. J'ai plus de 65 ans, je veux investir. On nous écoute ce dimanche matin. Vers quoi vous les conseillez, les personnes de plus de 65 ans? Vers quoi doivent-elles aller? Alors, il faut s'interroger sur quelle est la réalité de l'objectif de l'investissement. Pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels à cet âge-là, l'objectif d'investissement va être un objectif de rendement, c'est-à-dire un objectif de se constituer un complément de revenus en plus de la retraite. Donc, on va aller vers ce qu'on appelle des actifs de rendement. Et en gros, il y a 3 familles d'actifs de rendement. Le premier auquel on pense naturellement, c'est l'immobilier. Parliez il y a quelques minutes de l'immobilier locatif, ça peut être une solution. Pour ceux qui n'ont pas envie de faire de l'immobilier locatif en direct, parce que quand on est âgé, ça peut être un peu compliqué quand même de gérer les locataires, les petits problèmes, etc. On peut aussi faire ça sous format papier. Il y a des SCPI, mais Société civile de placement immobilier. Voilà, moi un format que j'aime encore mieux, c'est ce qu'on appelle les foncières cotées, qui sont donc des sociétés cotées en bourse et qui gèrent des très grands portefeuilles immobiliers. En France, il y a Covivio, par exemple. Covivio, aujourd'hui, ça offre un rendement de 7% de dividendes par rapport au prix de l'action. Donc c'est intéressant. C'est quand même intéressant, avant impôt, évidemment. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, ça va être des placements de type obligataire. Donc on investit dans des crédits aux grandes entreprises. Évidemment, ça, il ne faut pas s'amuser à le faire en direct. D'ailleurs, c'est à peu près impossible pour un particulier. Mais il y a des fonds obligataires, il y a des ETF qui sont des nouveaux formats de fonds avec des niveaux de frais très bas, ou même de l'assurance vie fonds euro. Ça s'apparente à de l'obligataire. Donc ça peut être aussi une partie du portefeuille. Et la dernière catégorie, ça va être des actions, mais pas n'importe quelles actions, des actions de sociétés mûres qui payent des dividendes à des niveaux importants. Et là aussi, on trouve des ETF qui donnent accès très facilement à un portefeuille très diversifié d'actions relativement défensives qui vont servir des dividendes autour de 5% de rendement. On peut obtenir sur des ETF à dividendes. Donc en composant comme ça un portefeuille autour de ces 3 classes d'actifs, on va pouvoir, bon an, mal an, générer autour de 5% de rendement, ce qui veut dire qu'avec 100 000 euros d'investissement, par exemple, on va pouvoir se générer 5 000 euros de revenus complémentaires, en plus de sa retraite, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de certains types d'investissements, c'est pas toujours simple, voire compliqué, voire impossible pour certains particuliers. Bon, concrètement, ça veut dire que malgré tout, il faut se faire accompagner. Oui, alors ça dépend aussi du niveau d'éducation financière de la personne. On peut faire beaucoup de choses par soi-même via des plateformes, via des courtiers en ligne, via des plateformes comme Yomoni. Et pour les personnes qui vraiment n'ont aucune expérience d'investissement, il est important de se faire conseiller. Un autre objectif qu'on peut avoir à cet âge-là quand on investit, si on a déjà une retraite confortable, ça peut être un objectif de transmission. Vous me proposez une transition. Quel est le bon âge? S'il y a un âge pour assurer une forme de transition dans ce domaine-là, de la préparer? Ça ne se prépare jamais trop tôt, j'ai envie de dire. On peut commencer à le préparer dès 50 ans. En revanche, il faut vraiment faire attention à une borne qui est celle des 70 ans. Parce que 70 ans, on perd l'avantage successoral sur l'assurance vie. Donc, il faut absolument souscrire des contrats d'assurance vie avant 70 ans pour qu'ils puissent être transmis à vos enfants en franchise de... Ce que je retiens, Olivier Vendreville, de notre échange, c'est qu'il y a 2 choses en fait. C'est un complément par rapport à la retraite. Le moment venu, vous évoquez par exemple d'un montant autour des 5 000 euros, ce qui n'est pas neutre. Et c'est aussi un acte de transmission. Donc c'est ces 2 sujets-là qu'il faut avoir toujours en tête lorsque l'on arrive autour de l'âge de 65 ans. C'est ce qui doit structurer la démarche d'investissement. Oui. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Olivier Vendreville. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site d'information économique et financière Monismart, monismart.fr. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Notre expert aujourd'hui, c'est Olivier Malteste, expert en marché financier. Il enseigne à Paris-Dauphine pour sa part. Et aujourd'hui, avec Olivier, mon cher Thomas Binet, vous allez revenir sur un sondage qui vous a étonné, tiens. Eh ben oui, parce que ils ont sorti chez Yomoni un sondage cette semaine. Et ce sondage, c'est sur le rapport des Français par rapport au jeu et à l'investissement. C'est bien ça, Olivier? Oui, tout à fait. Figurez-vous que ce sondage mené sur un échantillon représentatif de la population française nous apprend que 79% des Français pensent que le loto est moins risqué que la bourse. Pourtant, dans les 2 cas, sauf si vous empruntez pour réaliser votre investissement, vous ne risquez de perdre que votre investissement initial. Oui, mais en général, on investit plus que le prix quand même d'un billet de loterie. Ça invaliderait tout ce qu'on vient de se dire au passage. Certes, mais dans le cas de la bourse, si vous investissez sur du long terme, de manière régulière et diversifiée, historiquement, vous repartez plus qu'avec votre mise. Alors que la probabilité de gagner le gros lot au loto, et le chiffre est donné par la Française des Jeux, c'est moins que de gagner la Ligue des Champions, puisque c'est une chance sur 139 838 160. Ça, c'est très précis. Mais bon, avec la peur, Olivier, concernant leur
Alors retraite, on vient d'en parler, l'arrivée de nouveaux acteurs digitaux, l'engouement pour la gestion indicielle avec les fameux ETF, on en a parlé aussi il y a un instant, Exchange Trade Fund, qui est un fonds indiciel donc qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'indices boursiers. Bref, les Français se mettent à investir ou pas? Oui, mais toujours d'après ce sondage, alors que 49% des Français jouent au jeu d'argent, ils sont 65% à n'avoir jamais investi et ne pas envisager de le faire. Et comment on explique cela? Une nouvelle fois, je ne vais pas vous surprendre, par le manque d'éducation financière. 71% des Français, toujours dans ce sondage, reconnaissent qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'investissement. Cela met en avant le besoin, toujours d'éducation financière. Persévérons donc, mon cher Thomas. Merci Olivier, on va persévérer. On va le laisser s'entraîner au football, puisqu'a priori il a plus de chances de gagner la Ligue des Champions. Bonne chance, Olivier Malteste. Merci à vous Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.